autant d'éléments sur lesquels nous souhaitons aller plus loin. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Sedaj boste voditelja odgovorila še na nekaj vprašanj. Prvo vprašanje za predsednika vlade. Prosim, če se pred predstavitvijo vprašanja tudi predstavite. Lep pozdrav, Bergant, RTV Slovenija. Vprašanje dr. Golobu. Lahko bolj natančno razložite, o čem ste se včeraj dogovorili v Luki Koper? Kaj to pomeni za slovensko pristanišče? Torej, nesporno je, da je ladjar CMA CSG eden največjih svetovnih ladjarjev. Sami ocenjujejo, da je pozicija Luke Koper tako strateška za dostop do centralne Evrope, da so pripravljeni vlagati v Sloveniji, v logistiki znatna sredstva. Včeraj je bil podpisan sporazum o skupnih vlaganjih v skupno podjetje, s katero bodo skupaj z Luko Koper izven območja same luke povečali pretočnost blaga, avtomobilov za centralno Evropo. Jaz verjamem, da je to prvi korak, nikakor ne zadnji. Verjamem, da se bodo sedaj tudi na ostalih lokacijah v Sloveniji mogoče odpirale nove možnosti in da bodo tudi drugi logisti v Sloveniji našli priložnost za sodelovanje na podobnih projektih. Najlepša hvala. Prosim predstavnico francoske televizije za vprašanje za predsednika Macrona. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le Président. Valérie Leroux de l'agence France Presse. Une question sur l'Ukraine. Le président américain s'est de nouveau beaucoup rapproché de son homologue russe. Alors qu'attendez-vous de Donald Trump pour éviter que le sommet de Budapest ne se fasse finalement aux dépens des Ukrainiens? Si concession territoriale il doit y avoir, quand ce sujet devra-t-il être abordé et comment? J'ai également une question sur Gaza. Est-ce que vous êtes inquiet pour le cessez-le-feu à Gaza? Et que demandez-vous concrètement au Premier ministre israélien pour pouvoir accélérer l'envoi d'aide humanitaire dans le territoire? Merci beaucoup pour ces deux questions. Sur Gaza, la situation demeure très fragile et nous le savons. Et donc il importe que le Hamas respecte pleinement les engagements qu'il a pris. Et il importe que la pression demeure pour que le cessez-le-feu soit pleinement observé. Dans ce contexte, c'est aussi pourquoi nous souhaitons rester engagés avec nos partenaires européens, nos partenaires arabes et les États-Unis d'Amérique, pour d'une part passer tout de suite, et c'est l'urgence absolue, à la réouverture des points humanitaires et des différentes routes humanitaires pour que l'aide, l'alimentation, les soins de première nécessité puissent être apportés à la population et qu'aussi on puisse évidemment venir en aide aux blessés, à toutes les personnes, les familles les plus vulnérables qui doivent être sorties du territoire de Gaza pour être prises en charge dans les hôpitaux de la région. Le reste du chemin, vous le savez, est un chemin politique et nous plaidons pour qu'il y ait une résolution au Conseil de sécurité qui, dans les meilleurs délais, soit prise, qui permettra d'avoir un cadre international à la fois à la gouvernance et à la sécurité. Sur l'Ukraine, ce sur quoi nous œuvrons avec constance, c'est la même chose. D'abord, tant qu'il y a la guerre, le soutien à l'Ukraine. Militaire, capacitaire et financier. C'est ce que l'Europe fait, qu'elle continue de faire, avec en particulier les propositions faites par la Commission. Il faut donner de la visibilité, continuer à soutenir, et avec les différents programmes que nous finalisons et nous poursuivons. Ensuite, si des perspectives de paix s'ouvraient, et je constate que depuis le mois de janvier dernier, on nous dit que la Russie est prête à faire la paix. Je constate que depuis le mois de mars dernier, le président Zelensky a marqué officiellement sa volonté de signer un accord de paix. Je constate simplement que de manière réitérée, c'est la Russie qui n'est jamais à ce rendez-vous. Si les choses devaient changer, la seule paix qui existe est une paix robuste et durable qui permet d'avoir des garanties de sécurité dûment proposées. C'est ce que nous avons finalisé en européen dans le cadre de la coalition des volontaires. Et cette coalition des volontaires se réunira vendredi et nous la coprésiderons avec le Premier ministre Keir Starmer et nous associerons évidemment le président Zelensky à celle-ci. Et donc les garanties de sécurité sont prêtes. Il y a ensuite les négociations territoriales et celles-ci ne peuvent être négociées que par le président Zelensky au titre de son pays. Nul autre ne saurait le faire.
Et donc, à l'Ukraine de décider pour elle-même et son territoire, aux Européens de décider pour eux-mêmes et leur sécurité. C'est comme ça que les choses peuvent avancer et dans nul autre cadre. Najlepša hvala. Prosim še za drugo vprašanje za predsednika vlade. Doktor Golob, Bergant, še enkrat, RTV Slovenija. Nam lahko še nekaj več poveste o tem sporazumu z področja jedrske energije in tehnologije, prosim? Francija je evropska jedrska velesila, ki je država, ki gradi svojo brezoglično prihodnost na razvoju jedrske energije. Je tudi edina država v Evropi, ki vlaga v ta razvoj vseh celotne dodane verige vrednosti, od dobesedno izdelave posameznih komponent za jedrske elektrarne kot celoto, upravljanje z njimi, pa tudi same rešitve v omrežju. V preteklosti se je že izkazalo, da so strokovnjaki iz naše jedrske elektrarne Krško s svojim znanjem v svetovnem vrhu. In ko so strokovnjaki z ene strani, francoske in slovenske, se dobesedno našli skupen jezik, se je stekla ne samo medsebojno spoštovanje, ampak tudi ideja o sodelovanju. Mislim, da s tem sporazumom, ki je bil danes podpisan, odpiramo ena široka vrata, ne samo, da se to sodelovanje nadaljuje, temveč tudi široka vrata, po kateri lahko Slovenija, če in ko se bo odločila o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško, enakovredno izbira med dvema kvalitetnima in usposobljenima ponudnikoma. Ne samo med ameriško tehnologijo, ki jo danes že imamo, ampak tudi med francosko tehnologijo. Sam verjamem, da ravno s tem, ko bomo imeli na razpolago dva ponudnika, dva enakovredna, bomo lahko zbrali tisto rešitev, ki bo za Slovenijo na dolgi rok najboljša in bo dajala tudi temu projektu res pravi regijski značaj. Dostikrat slišimo o tem, da je izgradnja nove jedrske elektrarne za Slovenijo mogoče prevelik zalogaj in res je, mi jo ne načrtujemo izključno in samo za Slovenijo, ampak načrtujemo jo kot objekt, s katerim bi regija jugovzhodne Evrope zadovoljila velik del svojih potreb po električni energiji. In ravno to je ena od prednosti, če želite, ki jo lahko ponudijo francoski ponudniki. Na kakšen način tako elektrarno vključiti v širšo ponudbo v regiji. Tudi o tem smo danes že govorili, je pa za to še dosti časa. Vsi vemo, da v tem trenutku poteka umeščanje tega objekta v prostor in da bomo na naši strani nekje koncem leta 27 oziroma na začetku 28 v poziciji, ko bomo lahko predstavili tako javnosti, kot tudi poslovnemu svetu, na kakšen način konkretno in pod kakšnimi pogoji predvsem bi potekala gradnja jedrske elektrarne 2 v Krškem. Potem pa pride referendum in seveda odločanje prebivalstva. Jaz vem, da je na Gen Energiji kot razvijalcu projekta, da skupaj s partnerji, tudi francoskimi, pripravijo najboljši možen projekt, zato da bojo potem tudi lahko prepričali slovensko javnost, da je tak projekt tudi nekaj, v kar si Slovenija želi vstopiti. Najlepša hvala. Sledi še vprašanje predstavnice medijske hiše AFP za predsednika Macrona. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Christelle Méral, France Télévisions. Monsieur le Président, c'est la première fois en Europe qu'un ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy, est incarcéré. Est-ce que vous diriez, comme certains, que l'image de la France est abîmée? Et par ailleurs, est-ce que vous avez des interrogations sur l'exécution provisoire pour les personnalités politiques? D'autre part, l'ensemble des pays d'Europe repousse l'âge de départ à la retraite. En France, le gouvernement a acté la suspension. Vous avez renoncé à cette réforme emblématique. Est-ce que vous diriez que ce renoncement est inévitable? Et puis, est-ce que vous êtes favorable à un référendum sur cette question des retraites? Je vous remercie. Sur la question des retraites, les faits sont têtus. Et nous vieillissons. Et donc tous les pays d'Europe qui vieillissent reculent l'âge légal de départ à la retraite, même si nos systèmes sont très différents. Nous l'évoquions d'ailleurs hier avec Monsieur le Premier ministre. Vous avez ici un âge légal qui est beaucoup plus loin que le nôtre, mais l'âge moyen effectif est avant l'âge légal. Donc il faut aussi regarder ces sujets-là. On a un système qui est très particulier avec un âge d'annulation de la décote à 67 ans. Bon, je ne vais pas ici rentrer dans la technique. Je pense que la réforme
qui avait été votée était une réforme nécessaire pour le pays, présentée d'ailleurs aux Français dans la campagne présidentielle de 2022, puisque je m'étais engagé sur une réforme allant à 65 ans. Elle n'a pas été votée par tous les partis d'opposition, je le rappelle, en 2023, mais a fait l'objet d'un engagement de la responsabilité du gouvernement et était ainsi passée. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance qui est la prochaine échéance, celle des 63 ans au 1er janvier 2027, qu'il a décalée au 1er janvier 2028 avec un financement par des économies. C'est ce qu'il a dit dans son discours de politique générale. Il l'a fait dans un souci d'apaisement et c'est le débat parlementaire qui donnera l'issue de ce sujet. Et donc maintenant, c'est le travail du gouvernement et du Parlement. Pour ma part, je ne peux simplement vous dire qu'une chose. L'avenir de notre système par répartition, qui, je le rappelle, est un système où les actifs payent pour la retraite de leurs contemporains, n'est pas équilibré avec l'âge de départ actuel. Et donc, ce faisant, on a décalé à 2033 la perspective des 64 ans. De toute façon, il faudra reposer le débat. Et je me félicite que le Premier ministre ait souhaité en même temps réouvrir ce débat et que plusieurs forces syndicales et patronales aient manifesté leur envie de le reprendre. Et il faut le faire de manière apaisée, parce que le sujet du vieillissement ne sera pas réglé par un compromis nécessaire pour passer le budget. Sur ce sujet, les perspectives de référendum sont possibles, encore faut-il qu'on sache sur quoi. Et donc elle ne pourrait se faire, mais il ne m'appartient pas encore de décider cela, sur un accord qui serait ainsi scellé. Donc je pense que le plus important, c'est qu'il y ait d'abord un moment de stabilité, des discussions budgétaires apaisées pour la continuité du pays et pour nos compatriotes, qu'il y ait ensuite un travail qui soit repris dans le calme sur le sujet des retraites par les forces syndicales et patronales, et sur cette base-là, nous verrons ensuite les chemins qui doivent être suivis. De là où je suis, il ne m'appartient pas de commenter, critiquer les décisions de la justice. Je suis le garant du bon fonctionnement de nos institutions et ce faisant de la bonne articulation entre l'autorité judiciaire, l'exécutif, le législatif, et y compris quand cela touche l'ancien président de la République. Donc vous ne me verrez pas ici faire quelques commentaires que ce soit, et je pense qu'il est important que les choses soient ainsi gardées. Néanmoins, que l'image, pour beaucoup de nos compatriotes, je pense surtout à ça, de voir un président incarcéré par cette décision de justice puisse susciter des commentaires, c'est normal. Et je pense qu'il faut distinguer l'émotion, y compris l'émotion légitime de proches d'une partie du pays, le respect qui est dû à toute personne et le bon fonctionnement de la justice qui, de là où je suis, ne suppose pas de faire des commentaires. Quant aux questions d'exécution provisoire, j'ai vu que plusieurs responsables politiques souhaitaient s'en emparer. Le président du Sénat l'a indiqué, le garde des Sceaux aussi. Je pense que c'est un débat légitime dans une démocratie, parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours. Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme et indépendamment des cas spécifiques. Là aussi, pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient. Et je souhaite que ce soit cette sérénité qui accompagne tous les débats sur ce sujet. Merci beaucoup. Najlepša hvala, predsednik Macron. Hvala tudi premier dr. Golob. S tem je novinarska konferenca zaključena.